Et à quelques heures de Paris-Roubaix, bon, on accueille l'une des voix du cyclisme en France. C'est Steve Chenel qui est avec moi. Salut Steve. Salut Guillaume, ça va? Ça va et toi? Mais ça va excité, même si presque déjà nostalgique, parce que la période de classique flandrienne se finit à Paris-Roubaix. C'est une période où au mois de janvier-février, on n'a qu'une envie, c'est d'être sur les pavés du Homelop, et on se dit que ça va être un mois de folie, et ça passe très très vite. Les courses sont hyper passionnantes, enfin, c'est vraiment génial, et ça se termine à Roubaix. Alors il y a toujours cette excitation, et en même temps ce petit grain de nostalgie, puisqu'on n'est pas prêt de retourner sur les pavés avant 2026. Donc ouais, excité, et en même temps, c'est la dernière, quoi. Tu as hâte d'être sur ce Paris-Roubaix qu'on annonce encore plus excitant avec la présence de Pogacar en plus? Ouais, carrément. En général, hein, les grandes classiques, que ce soit Milan-San Remo, Flandre et Roubaix, sur cette période de un mois et quelques, on est toujours très excités. Moi, j'ai toujours très envie d'aller à Paris, justement, de travailler en amont, de nourrir mon commentaire à un maximum pour pouvoir faire vivre aux téléspectateurs un monument, tout simplement. Donc oui, oui, je suis très heureux de pouvoir à nouveau le commenter. J'ai eu la chance dans ma carrière de faire 6 fois Paris-Roubaix. Et c'est l'une des courses, même si c'est un degré en dessous le Tour des Flandres. Pour moi, le Tour des Flandres, c'est la numéro un. Roubaix, c'est quand même une course particulière. J'aimerais pour repouvoir la vivre, mais malheureusement, j'ai plus la canne. C'est bien dommage parce que c'est vrai que Paris-Roubaix, c'est une course qui fait rêver tout le monde. En France, il y a quelque chose d'assez unique parce que tout le printemps, on prépare le Tour des Flandres, on va sur les monts du Tour des Flandres pendant un mois et demi. Mais Paris-Roubaix, bah, on se rend compte qu'il y a pratiquement aucune, voire aucune course de préparation pour Roubaix. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a aucune course de préparation, si ce n'est le Grand Prix de Denain, qui est une Coupe de France, et où justement les organisateurs ont eu l'intelligence de se moderniser en proposant pas mal de secteurs pavés. Il y a 3 ans d'ailleurs, hein, juste avant que le Tour de France ne vienne sur les pavés de Roubaix, on avait eu Roglic qui était venu se tester à Denain. Donc c'est pour moi la seule course de préparation où on peut utiliser le matériel qu'on va utiliser à Roubaix. Donc ouais, ouais, c'est une course particulière. Il y a le facteur chance, bien sûr, dans le vélo, on le connaît, mais à Roubaix, il est hyper important. Et puis, cette préparation matérielle, moi qui ai toujours été un petit peu à l'arrache sur mes positions, sur le matériel utilisé, je m'en contrecarrais en fait. Hein. J'étais pas au millimètre, comme on dit. Bah, s'il y a bien une course où on n'a pas vraiment le choix d'être au millimètre sur cette position et sur ce matériel, c'est vraiment sur Roubaix. Que ce soit la section des pneumatiques, que ce soit voilà, cette fameuse double guidoline ou pas. Non, il y a plein de choses qui font que Roubaix, c'est une course particulière parce que c'est la seule course où même les directeurs sportifs utilisent une autre bagnole que la bagnole de toute l'année, puisqu'il faut que ce soit rehaussé, etc. Donc, ouais, c'est une course à part. D'ailleurs, tu penses que Van Aert il va changer ses pneus pour dimanche? Non, mais quand j'ai vu cette vidéo circuler sur les différents réseaux sociaux, je te cache pas que j'étais un peu énervé. Parce que ça fait quand même 3 ans quand même que cette formation Visma Lease the Bike, elle crève, mais 10 fois plus que les autres équipes. Alors, je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas quelle est leur marque, enfin, si je la connais, mais je vais pas la citer. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un problème. Alors, soit on n'a pas envie de maquiller d'autres matériels, parce que ça, c'est complètement possible de le faire, hein. De dire, bah voilà, ça, tel tubeless, il crève 3 fois moins ou il déclipse 3 fois moins, parce que je pense qu'il a déclipsé hein, au niveau de son tubeless avant. Et à ce moment-là, on met la marque dessus. Mais franchement, que ce soit la case de la porte, que ce soit les crevaisons de Van Aert, moi, il y a un truc qui me choque, Ah, c'est ça fait beaucoup. comment on n'optimise pas quand on a un coureur comme Van Aert, quand on a un coureur comme Van Barle, ou le petit Denan, là, moi, la Visma Lease Bike, elle doit avoir maximum une crevaison dimanche. On doit optimiser tout ça. Et là, bon, fort heureusement, c'est pendant la reconnaissance. Et il vaut mieux que ça arrive pendant la reconnaissance que pendant la course. Mais ouais, j'espère sincèrement qu'ils vont lui trouver un tubeless ou un boyau limite increvable. Parce qu'encore une fois, j'aime le mettre en avant. Je te le disais tout à l'heure, j'ai fait 6 Roubaix. En 6 Roubaix, une seule crevaison. Et c'est la seule année où on nous a imposé de courir et de partir avec des tubeless. Je suis un vieux de la vieille, on courait encore en boyau. Et j'ai crevé un tubeless parce que je l'ai déclipsé, tout simplement. Donc, non, on peut optimiser ce matériel. Et pour moi, Van Aert doit optimiser ça. C'est pas possible autrement. Et d'ailleurs, ça a failli coûter le Paris-Roubaix de Wout van Aert, parce que si c'est pas un cyclocrossman, et je connais ton amour, on connaît tous ton amour pour le cyclocross, si c'est pas un cyclocrossman, il est à terre, il n'est pas au départ à Compiègne. Bah, surtout quand tu tombes dans la trouée d'Arambert, très clairement, tu glisses pas et t'es pas juste éraflé, hein. En général, ça casse parce que la caméra écrase énormément. Encore que on aime mettre de plus en plus voilà, de photos pour montrer les différences de pavés, différences de hauteur. C'est assez impressionnant. Mais oui, il a ce réflexe de déclipser le pied, de repartir, de se rééquilibrer.
Ouais, je pense que 9 coureurs sur 10 seraient partis au sol. Ça fait combien de temps que tu commentes pour Eurosport maintenant? Ça fait depuis 2016, donc ça va faire 9 ans que je suis à Eurosport. Ça passe vraiment vite, hein, c'est vraiment à l'image d'une carrière cycliste. J'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps que ça mes débuts. Et puis quand je revois les photos, quand je vois ces années post-Covid où on était énormément sur place, beaucoup moins maintenant, voire quasiment plus. Non, non, le métier de consultant a énormément évolué et moi j'ai toujours la même excitation à commenter ces courses. C'est un peu la question que j'allais te poser. Ça te plaît toujours autant Ah de ouais. pouvoir commenter ces courses? En fait, tu es toujours en contact avec le milieu du cyclisme dans lequel tu as vécu pendant des années en tant que coureur aussi avant. Bah, ce qui est assez fou, c'est que en fait, je suis payé à regarder les courses de vélo et à les commenter. Et si c'était pas avec Eurosport, je le ferais chez moi. Parce que j'adore le vélo. Moi, je suis un vrai passionné de cyclisme. Et j'adore regarder toutes les courses, même quand je commande pas. D'ailleurs, je suis connecté. Alors, au-delà du fait de prendre plein d'informations et de devoir être connecté, justement, pour pas arriver sur une course, je dis, bah non, moi, j'ai pas regardé le Grand Prix de l'Escaut. En fait, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je me dois de regarder ces courses, d'être un maximum informé. Et j'ai presque envie de dire que même sans le travail, je le ferais parce que je suis un vrai passionné. Donc non, c'est vraiment génial. Et aujourd'hui, je suis très, très à l'aise face caméra avec un micro. J'essaye toujours d'évoluer, d'aller chercher des mots de vocabulaire que j'aurais pas forcément dans mon dictionnaire mental. Et, et aussi de m'écouter beaucoup pour éviter beaucoup de mots de liaison que je dis trop souvent ou on a des fois des tournures de phrases qu'on a l'habitude de répéter. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail qu'on doit faire en permanence. Et donc, je suis bien épaulé, que ce soit par Guillaume Di Grazia, notamment, qui est un vrai père protecteur, parce que Guillaume, voilà, il n'hésite pas à dire les choses, surtout pour nous faire progresser. Donc moi, à son contact, et puis bah, surtout au contact pour moi du GOAT, hein, au contact de Jackie, bah, je ne peux que apprendre, l'observer, analyser, comprendre, et puis surtout essayer de le copier en mettant ma patte, parce que le métier de consultant, on m'a appris la règle numéro un, c'est ne joue pas au consultant. Donc, il faut savoir rester naturel, mais ne pas non plus dire putain, merde, crotte à chaque bout de phrase. Mais je ne peux pas me retenir. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai ma patte. C'est que, voilà, s'il y a quelque chose qui m'emmerde, je le dis et je ne vais pas passer par 36 phrases pour dire que ça m'emmerde. Et justement, il te laisse une certaine liberté parce qu'à l'antenne, c'est le ton qui te caractérise aussi. Tu es très naturel, tu aimes beaucoup blaguer. Ça, du côté d'Eurosport, on te laisse faire, on te bride pas par rapport à ça. Non, 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 pas du tout. De toute façon, moi, pour moi, c'était clair qu'il était hors de question que je rentre dans un rôle de l'intellectuel ou du petit Vosgien, même si, alors, aujourd'hui, je suis dans mon personnage. C'est-à-dire que j'aime, par exemple, ramener beaucoup de choses à l'argent, alors que, voilà, ce serait bien que ce soit ma compagne qui le dise ou mes parents, mais il n'y a pas plus généreux que moi, en fait. La vérité, c'est que on a ce rôle dans les Vosges et on est un peu comme les Auvergnats et tous les Auvergnats ne sont pas radins. Mais moi, j'aime justement avoir ce rôle du petit mec parce qu'en plus, j'ai jamais fait le tour. Moi, je suis un petit consultant par rapport à Jackie qui était maillot jaune, à mon coût. Donc, moi, je suis là et je suis dans mon rôle. Mais sinon, pour tout le reste, non, vraiment, j'ai une liberté de ton assez incroyable. Et si j'avais pas cette liberté de ton, je suis pas sûr que ça passerait aussi bien à l'antenne, tant avec mes collègues qu'avec les téléspectateurs, parce que je serais tout le temps en train de réfléchir, je ne serais pas spontané. Et en réalité, une course de vélo, il n'y a rien de plus chiant à regarder. Donc si on ne peut pas faire des blagues, si on ne peut pas essayer d'aller de temps en temps dans des débats, voilà, sans forcément regarder l'image, bah, je crois qu'on se ferait chier. Et tous les téléspectateurs d'Eurosport, s'ils viennent sur Eurosport, c'est pourquoi? C'est pour avoir de l'expérience, un petit peu d'humour, et puis qu'une course de vélo qui dure 4 heures et où il y a 5 minutes d'intéressant, bah, les 3h55, on passe un bon moment. Et Eurosport Max maintenant. Enfin, Et surtout Max, effectivement. Alors, pour raconter cette anecdote, ce qui est assez fou, parce que ça, c'est pareil, c'est resté tamponné. L'année dernière, pendant le tour, il y a 2 ans, on devait promouvoir l'application Max sur nos antennes et c'était le journaliste qui devait le faire. Et il y avait vraiment un écriteau tout fait dans la cabine où justement le journaliste se levait et lisait l'écriteau sur la feuille de papier qui était imprimée. Et moi, une fois, je ne sais pas comment c'est venu, je me suis mis à lire et j'étais vraiment justement dans un rôle de celui qui fait de la lecture pour promouvoir une application. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été très haut dans le mot max parce que voilà, c'était dans le jeu. Et en fait, il y a eu un fou rire général. C'est resté. Et moi, j'aime quand on met une pièce, en fait. On met une pièce dans la machine et c'est resté, en fait. Et aujourd'hui, à chaque fois que on me parle d'Eurosport ou de Max, justement, je ne peux m'empêcher, par rapport au public qui est face à moi et par rapport à ceux avec qui je travaille, d'en rajouter pour les faire rire.
Bon, t'inquiète pas, le faux rire était aussi derrière ceux qui, enfin, derrière l'écran. Moi, je regardais, je me suis fendu la poire ce jour-là. Donc, même pendant ce Tour de France, c'était vraiment cool. Tu dis que t'es petit consultant, t'as quand même fait champion de France de cyclocross, top 10 à Grande VL Game, top 20 à Roubaix et au Ronde. En termes de petit consultant, on a fait pire quand même, Steve. Donc, voilà, ça, Oui, il faut quand même le non mais rappeler. oui, oui, non, mais c'est bien sûr que je suis légitime. Vraiment, au tout départ, les 2 premières années à Eurosport, je me sentais absolument pas légitime par rapport aux comparaisons que je pouvais avoir avec Jackie ou David, notamment, qui ont fait le tour, gagné des étapes, qui ont, voilà, pour moi, un palmarès bien plus conséquent que le mien. Mais effectivement, aujourd'hui, quand il faut parler justement d'un coureur qui est dans la galère, qui n'a jamais fini un grand tour, bah ouais, Jackie, David, vous avez été des champions. Bah moi, justement, j'étais cet équipier qui a jamais fini ces 2 grands tours parce que j'étais mort, 14e et 15e étape du Giro et de la Vuelta. Mais oui, j'ai fait des coups, que ce soit effectivement, comme tu l'as dit, sur Grand Game ou sur les Flandriennes ou sur Milan-San Remo, où on parle souvent de ce Milan-San Remo, où entre Chypre et Poggio, on est 4 devant avec Offredo, Van Avermaet et O'Grady. Donc oui, aujourd'hui, je suis fier de ma carrière et j'ai enfin accepté que j'étais légitime, n'en déplaise des fois à ceux qui connaissent pas forcément Chanel juste par le Tour de France. Donc, merci beaucoup de rappeler ces quelques performances. Bon, ce Paris-Roubaix 2025 avec l'arrivée de Tadej Pogacar, est-ce que l'arrivée de Pogacar te rajoute quelque chose, une excitation en plus par rapport à ce que tu avais prévu comme excitation, comme hype avant cette édition? Bah oui, 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 parce que lui, très clairement, il faut que la course se lance de très très loin. Les purs Flandriens, que ce soit les Pedersen, Van Aert, Van der Poel ou Ganna et tant d'autres, hein, on va dire que le point de départ de Paris-Roubaix, c'est Avelui à Rambert, voilà, 100 bornes de l'arrivée. Et tout ce qui s'est passé avant, bah, c'est juste emmagasiner les kilomètres. Mais pas sûr que Pogacar, lui, il a envie d'attendre Avelui à Rambert. Et je pense d'ailleurs que ce serait même logique que la formation Emirates, à 130 bornes de l'arrivée, décide déjà de tout faire péter. Un, parce que on sait que Pogacar a cette endurance un petit peu supérieure aux autres, qu'il est capable de mettre plusieurs coups de butoir très très loin de l'arrivée pour fatiguer tout le monde. Et s'il attend Avelu à Rambert, lui qui est un petit peu plus freluqué quand même que les 5 que je viens de citer, au niveau du placement, c'est plus difficile aussi. Même s'il aura Polite et il a une grosse équipe. Donc, ouais, ouais, non, non, il va dynamiter la course. C'est celui qui, à mon sens, doit attaquer le premier, de très loin, en mettre une, deux, trois, quatre, cinq, essayer de s'isoler pour rendre la course encore plus spectaculaire qu'elle ne l'est déjà. Alors, de toute façon, il n'est pas venu là, je pense, pour faire de la figuration. S'il est venu à Non. Paris-Roubaix, c'est forcément pour jouer la victoire. Tu parlais du poids. On a reçu juste avant le Tour des Flandres Nico Matane, qui était notre invité. Et il me disait que ça le dérangeait un petit peu de voir quelqu'un qui fait à peine 60 kilos être capable de jouer la gagne à Roubaix. Est-ce que toi, tu as cette même impression? Bah, on a cette impression parce que en fait, il casse les codes et il casse 50 ans de Paris-Roubaix. Sauf que là où je suis pas d'accord avec Nico finalement, c'est qu'aujourd'hui, il peut jouer la gagne pour 2 choses. La première chose, c'est l'évolution du matériel. Il y a 10 ans, j'étais un extraterrestre parce que je me pointais au départ de Roubaix avec des 30 millimètres de section. Et j'avais compris qu'il fallait, avec mes 68 kilos, que je sois sur un matelas sur les pavés pour pouvoir bah voilà, ne pas être un poids lourd et ne pas rebondir. Aujourd'hui, tous les coureurs, absolument tous les coureurs vont partir avec du 32, voire même encore plus haut, vont peut-être même aller jusqu'à 34. Donc les mecs, ils sont sur des matelas, hein. 3 barres de pression, je ne vais pas dire qu'ils vont quasiment pas rebondir, mais un garçon comme Pogacar joue sur ce matériel pour pouvoir combler le gap et la différence de poids avec ceux qui vont lui rendre sur la balance quasiment 15 kilos, voire 20 kilos, voire plus pour Ghana. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que beaucoup de coureurs qui étaient légers et qui sont techniques, et c'est le cas de Pogacar, n'avaient pas peur d'aller sur la banquette, sur le bas-côté. Donc, Pogacar, contrairement à un Vingegaard ou un Roglic ou à un poids plume, à un Ayuso qui se présenterait à Paris-Roubaix, lui, il a cette technicité pour aller sur la banquette et peut-être éviter les pavés. Donc, ça fait 2 éléments qui font, en tout cas, qui me font penser qu'il y a 10 ans, Pogacar, ça aurait été compliqué de jouer un rôle, mais je pense que cette année, clairement, il va jouer un rôle. Et comme tu l'as dit, il ne vient pas à Roubaix juste pour montrer son maillot aux supporters. Il vient à Roubaix pour essayer de gagner ce monument et le mettre dans sa checklist des monuments remportés. Donc, on n'a encore pas cette habitude, et je comprends Nico, de se dire qu'un coureur qui fait 60 kilos,
il est capable d'avancer sur le pavé. Parce que l'idée, c'est d'aller toujours le plus vite possible et de ne pas rebondir. Et plus tu es léger, plus tu rebondis. Bah, sachant que Pogacar reste un coureur assez unique, il nous l'a prouvé quand même depuis le début de sa carrière et son passage professionnel. Il a déjà remporté 2 Tours des Flandres. Et encore une fois, alors c'est une épreuve, et c'est peut-être là la caractéristique du Tour des Flandres par rapport à Paris-Roubaix, c'est que le dénivelé du Tour des Flandres rend les écarts un peu plus grands. Et c'est pour ça qu'on va peut-être avoir une course à Roubaix, d'ailleurs, bah, peut-être un peu plus serré entre les favoris, qu'un Pogacar aura plus de mal à décramponner un Van Der Poel, qu'un Van Aert sera peut-être plus aussi dans la course par rapport à dimanche au Tour des Flandres. Complètement, non, non, mais complètement. Et tu fais bien de le rappeler, sur les 5 monuments, les 3 monuments où il faut savoir grimper parce qu'il y a du dénivelé, ça tombe bien, c'est Liège, c'est le Lombardie et c'est les Flandres. Les Flandres avec cette particularité d'avoir des pavés, et Pogacar a déjà gagné les trois, et il va à nouveau en gagner les trois là. En revanche, Milan-San Remo et Roubaix, effectivement, là où les niveaux se resserrent et là où il y a possibilité pour des coureurs qui seraient un cran en dessous, ces gaillards-là, bah, ont la possibilité de jouer. C'est pour ça que Milan-San Remo, en fait, elle est hyper passionnante. C'est que bah, chaque année, on a l'impression que tout le monde pourrait le gagner, Milan-San Remo. Alors cette année, c'était particulier parce que justement, il a tout fait péter très tôt. Et je pense que Roubaix rentre désormais dans cette case de course où finalement, bah, même un Wout van Aert qui paraît physiquement un petit cran en dessous est capable de gagner. Et sur les 5 favoris que sont Van Der Poel, Pogacar, Van Aert, Pedersen et Ghana, le moins rapide au sprint, c'est Pogacar. Donc, imagine la tension, tout ce qui va se passer dans la tête de tous ces mecs-là. Et puis, il y a tous ceux qui vont vouloir anticiper et qui adorent Roubaix. On nous parle là du creux français. Mais je me dis qu'un Alexis Brunel, tu vois, un mec comme ça qui partirait de loin, qui a un coup Gotera. d'avance, un petit Pierre Gautra, exactement chez Decathlon J2R, il y en a plein qui seraient capables d'avoir ce petit coup d'avance. Et au moment où ça va rentrer de derrière, tu te fais oublier. Par contre, pour te faire péter après, sur le plat, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est aussi pour ça qu'on aime Roubaix. Ouais. Tu parlais de la technique de Tadej Pogacar. Pogacar en cyclocross, ça donnerait quoi? Ben, il en fait, figure-toi, dans son pays. Alors, il en fait très peu parce que forcément, l'hiver, aujourd'hui, c'est difficile voilà, d'avoir 2 vélos, un staff qui se déplace. Puis lui, ça reste une telle star que s'il vient sur un cyclocross, ce serait compliqué de le faire en préparation. Mais il a déjà fait des courses chez lui et c'est un coureur voilà, qui est suffisamment agile pour correctement passer les virages, descendre une planche, sauter un trottoir. Ça, il n'y a aucun problème. Pas sûr qu'il ferait partie des meilleurs mondiaux parce que je pense qu'il n'en a pas fait énormément quand il était petit et ça reste une technique à part. Mais voilà, à l'image par exemple d'un Anthony Delaplace qui fait énormément de cyclocross l'hiver chez lui en Normandie au niveau régional, Pogacar pourrait largement faire des cyclocross nationaux et aller en gagner hein, sans problème. Après, au niveau international, je pense qu'il serait largement battu par tous les spécialistes. Ouais, c'est un peu la question que j'allais te poser. Face à Van Der Poel, ça donnerait quoi? Non, battu. Ils aiment tellement se retrouver sur la route pendant l'année et pendant le printemps des classiques, on l'a vu. Ils adorent se retrouver sur la route, ils adorent se batailler. Est-ce qu'il se dit, Pogacar, en hiver, eh, tu sais quoi? Je vais me faire 2, 3 courses contre Van Der Poel, on va se faire plaisir. Il pourrait, mais honnêtement, c'est 99,9% de chance, en tout cas de mon avis, qui prend une danse. Parce que vraiment, le cyclocross, c'est une discipline vraiment à part. C'est comme si demain, Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur du monde, se décidait à aller faire du beach soccer. Les appuis sont complètement différents, les appels de balles, le terrain est plus petit, enfin, tout est différent. Alors certes, c'est pédaler, c'est comme Ronaldo, certes, c'est jouer au ballon, mais non, c'est 2 choses complètement différentes. Mais après, ça n'enlève en rien que Pogacar, sur les quelques crosses régionaux et sur les quelques vidéos que l'on voit, il est assez à l'aise avec son vélo de cyclocross, mais on ne le voit jamais porter le vélo sur l'épaule, on ne le voit jamais faire des changements de vitesse, on ne le voit jamais passer une butte où il faut vraiment que le centre de gravité soit sur l'arrière pour garder l'adhérence. Tout ça, ça s'apprend très petit. Et c'est la raison pour laquelle Van Der Poel, aujourd'hui, c'est vraiment l'athlète ultime en cyclocross. Et il n'y a personne au monde aujourd'hui qui est capable de l'accrocher ou de le battre. Avant de passer aux autres favoris, juste une dernière question sur Pogacar. Je voulais te faire réagir sur une déclaration de Jean-René Bernaudot il y a quelques jours, qui demande en fait à Tadej Pogacar, pour un peu laver les soupçons qu'il y a autour de lui, de publier ses données. Mhm. Est-ce que toi, tu es d'accord? Est-ce que toi, quand tu regardes Pogacar, parfois, bah, ça peut te déranger parfois un petit peu ses performances? Ou alors non,
Pour toi, il faut le laisser, et puis tant que finalement il n'est pas contrôlé comme d'autres l'ont été, il faut le laisser faire. Bah déjà, il est contrôlé, ça c'est une certitude. Et il est contrôlé de manière sanguine et urinaire, et il est aussi contrôlé avec son matériel. J'ai eu la chance d'être invité au séminaire UCI où justement on nous a expliqué un tas de choses, par exemple sur l'analyse des vélos, que ce soit au départ, aux arrivées, etc. Aujourd'hui, celui qui a un moteur dans le vélo, si tel est le cas, je ne sais pas comment il passe à travers les mailles du filet. Parce que la personne qui s'occupe de ça à l'UCI, c'est un Américain qui était d'ailleurs il me semble, alors je crois que c'est pas au FBI, mais c'est un truc de recherche. Il a été justement cherché par l'UCI pour se mettre dans la tête d'un tricheur et pour pouvoir imaginer toutes les possibilités de triche que pourrait avoir quelqu'un qui serait multimilliardaire et qui aurait envie de tricher. Donc déjà, lui, il est à cette recherche-là. Et puis après, sur la recherche du dopage sanguin urinaire, oui, alors moi, je fais partie de ceux qui laissent la part à celui qui ne se fait pas prendre. Je ne suis pas naïf pour autant, effectivement, mais je me dis que Pogacar, c'est peut-être l'athlète ultime, c'est peut-être le plus grand champion que la Terre n'ait jamais connu, c'est peut-être le Usain Bolt du 100 mètres, et Usain Bolt, jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'il a réalisé sur 100 mètres, c'était à l'eau. Donc j'ai envie d'y croire, mais là où je suis complètement d'accord avec Jean-René, et effectivement, le vélo, on traîne depuis plus de 30 ans, allez, une sale image, une sale réputation. C'est un sport difficile où il y a eu beaucoup de triches, ou en tout cas, s'il y a eu beaucoup de triches par le passé, aujourd'hui, il faut être sans arrêt en train de prouver. En tout cas, à tous ceux qui pensent que c'est impossible, il faut le prouver. Et je pense que la meilleure des choses que pourrait faire Tadej Pogacar, et pour lui, et pour le vélo, c'est effectivement de publier ses données de watts. Mais pas tout. Il devrait montrer voilà, que sur telle course, il a fait 3 semaines d'entraînement, ou 4 semaines, pardon, et publier tout ce mois-là. Il n'est pas obligé de dire qu'il était en caisson hyperbare, qu'il a fait de l'altitude, qu'il a fait des tests VO2 max, qu'il l'a fait sous la chaleur, parce qu'aujourd'hui, l'entraînement, c'est devenu hyper scientifique. Il n'est même pas obligé de nous dire ce qu'il a mangé, parce qu'on sait que la nutrition aujourd'hui, c'est aussi un point essentiel. Mais au moins, pour que les gens, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi nous, les suiveurs, on se dise, bah ouais, mais quand même, vous avez vu ce qu'il a fait pendant plus d'un mois là? Donc, déjà, est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que si on compare avec d'autres coureurs qui jouent avec lui, est-ce qu'ils se sont entraînés aussi de la même manière? On pourrait avoir un élément de comparaison et ça pourrait peut-être adoucir, j'ai envie de dire, tous ceux qui n'y croient pas. Et est-ce que c'est nécessaire de faire aimer le vélo à ceux qui n'y croient pas? Là, j'en suis pas sûr. Mais ceux qui sont dans le doute, ouais, voilà, leur montrer patte blanche pour justement essayer encore une fois de redorer ce blason parce que c'est un super sport. Et je connais énormément de coureurs professionnels qui font leur métier proprement, mais malheureusement, on traîne ces casseroles et du coup, bah, c'est difficile de passer outre ces questions du dopage. Ouais. Et Donc, je suis forcément, d'accord avec JR. voilà. Et encore plus en période de Tour de France, où là, on n'a pas que les spécialistes qui regardent le vélo, et on a aussi le grand public qui s'intéresse au vélo que pendant 3 semaines. Et quand on voit les performances de Pogacar et de Vingegaard parfois pendant 3 semaines, bah forcément, ceux qui suivent pas le vélo au quotidien toute l'année peuvent s'interroger aussi. Et honnêtement, c'est normal. Et c'est logique parce que, voilà, moi, je prends juste mon cas personnel. Hein. Moi, personne dans ma famille ne faisait du vélo. Mais vraiment, personne n'a jamais fait de vélo. Je suis venu par pur hasard. Et mon père, lui, juste prendre son vélo pour faire 3 bornes à aller à la boulangerie, il était mort. Et quand il me voyait faire 200 kilomètres, même lui, il me disait, mais comment tu fais? Et c'est mon père, pourtant. Donc, il me connaît. Il sait très bien que je ne suis pas un tricheur, que à aucun moment j'ai reçu cette éducation de vouloir trouver le petit truc voilà, qui me ferait passer la limite. Donc c'est normal que les gens qui ne connaissent rien au vélo aient des doutes de se dire, mais comment on peut monter l'Alpe d'Huez à 27 ou 28 à l'heure? C'est logique, mais comme c'est logique, quand on va voir, encore une fois, un athlète qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes, mais comment il fait? Il se fout de notre gueule. Ou d'imaginer un biathlète qui arrive devant une cible qui a 190 pulses et on voit le mec qui arrive à la faire descendre à 100 pulses et à tirer des balles sur un truc de 5 sur 10 centimètres. Donc voilà, c'est logique. Donc moi, j'en veux jamais à ceux qui doutent, mais par contre, j'en veux à ceux qui doutent et qui refusent l'explication. Ça, ceux-là, je ne les supporte pas. Ceux qui savent mieux que toi, ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Faut même pas parler avec eux. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Oui, puis, d'autant plus avec les réseaux sociaux. Alors, on sait aussi qu'il y a des termes et que quelqu'un qui n'est pas contrôlé positif, tant qu'on l'accuse et qu'il n'est pas contrôlé positif, ça s'appelle de la diffamation aussi. Donc, voilà. Exactement. Il faut faire Et je trouve attention ça à. bien. Et je trouve ça bien parce que moi-même, aujourd'hui, j'ai fait des courses avec certainement des coureurs qui utilisaient le moteur parce qu'à l'époque, on ne le cherchait pas.
Et j'ai été hors délai, notamment à Paris-Roubaix. Donc, c'est très facile à regarder c'est quelle année par un coureur qui m'a mis une danse, une véritable danse. Et sur le moment, à aucun moment, j'ai imaginé qu'on pouvait avoir un moteur dans ce vélo-là. Et quand je vois les images, ça paraît flagrant, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est impossible de dire oui, il avait un moteur. En revanche, quand vous discutez avec cette personne responsable à l'UCI, cet Américain, pour lui, il n'y a pas de doute. Mais légalement parlant, juridiquement parlant, c'est impossible d'accuser. C'est comme si demain, on vient me voir, on dit non, mais Steve, je t'ai vu en boîte de nuit, tu avais l'air complètement bourré. Bah, qu'est-ce qui prouve que j'étais bourré? Vas-y, amène-moi l'alcotest, montre-moi, au lieu de raconter n'importe quoi. Alors, j'étais peut-être bourré, mais montre-moi que, OK, j'avais 4 grammes dans le sang. Voilà, donc c'est exactement pareil. Donc, pour ça qu'il faut être très prudent. Et heureusement qu'il y a quand même ça, parce que sinon, on aurait quand même de sacrés loulous qui s'amuseraient à prouver par X ou Y que c'est impossible. Ouais, alors, tu parlais de ton hors délai à Paris-Roubaix, il me semble que c'est vers 2014-2015 dans ces eaux-là. Un petit peu avant, encore un Un petit peu petit, avant, ouais. un petit peu 2010, il me avant. semble. Voilà. Ben, Ouais, ma première année, oui. j'allais dire à une époque où il y a peut-être ce coureur-là qui a mis une danse à Tom Bonnen dans un mont Dans le Tour des au Tour Flandres. des Flandres. Et j'y étais aussi, figure-toi. Et effectivement, Bonnen, qui était quand même l'un des plus grands coureurs de tous les temps. Voilà, bon, allez, on va passer à la suite avec notamment Mathieu Van Der Poel. J'aimerais avoir ton avis sur sa course au Tour des Flandres. Il s'est fait battre par Tadej Pogacar, mais il nous a expliqué après la course que finalement, il avait été sous antibiotiques pendant les 4 jours après le Grand Prix E3 où il avait remporté en solitaire dans des conditions météo qui étaient un peu compliquées. Est-ce que pour toi, la défaite de Van Der Poel contre Pogacar s'explique que par le fait qu'il était malade après le E3 ou alors il s'est fait détruire par Pogacar sur le vélo? Non, non, pour moi, l'histoire de l'antibiotique, honnêtement, ça tient pas la route. Il était peut-être malade, mais quand on voit la montée du Quarmont qu'il a fait, sa deuxième montée du Quarmont, si Van Der Poel court au millimètre, je pense qu'il est capable d'accrocher Pogacar. Et on n'entend même pas parler qu'il a été malade, qu'il a été sous antibiotique. Il a vraiment couru à la matière du Van Der Poel de il y a peut-être 4 5 ans, voilà, qui est au-dessus, qui peut se permettre de distiller deux trois cartouches dans la nature comme ça et qui fait jeu égal avec les meilleurs. Pour moi, voilà, la grosse erreur de Van Der Poel, c'est qu'en fait, il a été souvent mal placé. Et qu'on s'appelle Van Der Poel ou pas, si on veut gagner les Flandres, il faut être au millimètre. Il faut être au millimètre. C'est clair et net que tu ne peux pas perdre une demi-cartouche. C'est impossible face à Pogacar. Ce gros effort de cette deuxième montée du Quarmont, je peux te garantir que pendant une vingtaine de bornes, tu ne sais pas pourquoi, mais tu toxines. Alors peut-être que lui, il ne toxine pas, mais à un moment donné, tu le payes dans la course. Ça fait quand même 260 km. Donc, sincèrement, sur ce qu'il nous a montré jusqu'à cette dernière montée du Quarmont, j'aimerais bien quand même qu'on me dise où on a vu que Van Der Poel n'était pas terrible. Parce que moi, je l'ai trouvé très, très bien. J'ai trouvé très, très bien. Il s'est fait sauter le caisson. Et Van Der Poel, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de suivre Pogacar sur l'effort de 3 minutes s'il est dans la roue et s'il fait aucune erreur avant et s'il a toutes ses cartouches. Donc, voilà. Alors après, si en plus il était malade, ça veut dire qu'il est quand même sur un sacré niveau de performance. Et je pense que c'est pour moi le meilleur athlète de ce début de saison malgré tout. Donc il aura récupéré en vue de Roubaix, mais il faut quand même qu'il court au millimètre. Tu peux pas te permettre de courir comme en cadet. Je te mets une attaque, je regarde, non, je suis mal placé, pas grave, je remonte tout seul, je atterris dans la roue, et puis 3 kilomètres après, j'en remets une. Non, non, et tant mieux d'ailleurs, il faut calculer ses efforts. Il était trop confiant, Van Der Poel. Après sa victoire à Milan-San Remo, il s'est dit, allez, tu sais quoi? J'ai suivi les attaques de Pogacar dans Milan-San Remo, ça va le faire au Tour des Flandres. En plus, c'est ma maison, le Tour des Flandres. Non, je pense pas parce que c'est pas quelqu'un d'arrogant. C'est quelqu'un qui respecte ses adversaires. Je crois tout simplement il a aussi ses vieux démons qui ont réapparu, quoi, tout simplement. Il suffit de regarder les erreurs qu'a fait Van Der Poel dans le passé pour se rendre compte que depuis, par exemple, ce championnat du monde du côté d'Arrogate, du côté de toutes ces classiques qu'il a perdu parce que voilà, il en a trop fait, depuis quand même 2 3 saisons. C'est un Van Der Poel qui est à la perfection, hein. C'est un Van Der Poel qui court juste, qui analyse tout, qui a une confiance absolue dans les moments décisifs.
Mais je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête ce dimanche dernier, mais j'ai l'impression quand même que là, peut-être qu'il avait justement dans sa tête le truc de se dire, bah, de toute façon, j'ai été malade, je vais pas être super, donc bah, te prends pas la tête, vas-y, cours comme tu as envie. Mais pour moi, il a fait quand même beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs sur le Tour des Flandres. Sur une course de 200 bornes, tu peux faire ce genre d'erreur, mais sur une course de 260, pour moi, c'est pas possible. Et d'ailleurs, il l'a dit dans son interview d'après-course, il a dit, ouais, j'arrivais pas à être placé. Bah ouais, il n'arrivait pas à être placé, mais parce que des fois, tu es aussi un petit peu moins bien. Donc, c'est peut-être le seul élément de réponse à laquelle pourquoi il n'arrivait pas à se placer, c'est qu'il avait été malade et qu'il n'avait pas ce punch, ou j'en sais rien. Mais bon, les deux, trois fois où il était top, il a été intenable. Enfin, moi, cette deuxième montée du Quarmont, on a l'impression qu'il court avec des minimes, hein. C'est sûr, c'est sûr. Et il y en a un autre qui était ben, quand même bien en forme et il nous a surpris. Enfin, moi, en tout cas, il m'a surpris. C'est Wout van Aert parce qu'on ne l'attendait pas à pareil fait. Sur ce Tour des Flandres, il semblait en méforme. Alors, il s'était fait battre au sprint par Paulès à travers la Flandre, mais il avait quand même montré qu'il avait la bonne jambe quand même quelques jours avant. Il n'avait pas forcément rassuré avant le Tour des Flandres. Là, pour toi, il t'a rassuré sur le round? Ah ouais, mais complètement. Complètement. Après, j'ai pas du tout de doute sur la forme physique de Wout van Aert. Vraiment aucun. J'ai aucun doute sur ça, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de parler sur Van Der Poel. Pour gagner des monuments, pour gagner des courses, tu dois être au millimètre. Et tu dois être au millimètre à tous les niveaux. Et là, Van Aert, depuis septembre dernier, sur toutes les courses auxquelles il a pris part, il freine dans des endroits où habituellement il freinait jamais. Donc ça veut dire relance. Au niveau du placement, très clairement, c'est pas le Van Aert qui débranche et qui a peur de rien. Non, il est toujours 5, 10 places derrière, là où il doit être, de par son palmarès, de par son aura, etc. Donc, Van Aert fait plus d'efforts et donc il le paye en fin de course. Idem pour le sprint face à Paulès. Quand on regarde à travers la Flandre, c'est Van Aert qui fait tout péter dans la côte de Trieux. Il fait plus de 2 km tout seul. Derrière, c'est lui qui accélère quand il y a le vent. On a l'impression, même sur cette course, que c'est lui qui fait le boulot pour Jorgensen pendant plus de 40 bornes. Et à 40 bornes de l'arrivée, qu'est-ce qu'on dit? On va jouer la carte Wout Van Aert. Mais c'est se foutre de la gueule de Paulès, en fait. C'est pas le respecter. Parce que Wout, aussi bon soit-il, s'il veut gagner des courses, il doit être au millimètre. Et effectivement, moi, sur sa capacité physique, j'ai aucun doute. Par contre, effectivement, psychologiquement, je le trouve atteint par ses chutes. Il a aussi 30 ans, il est père de famille, les années passent. Donc, on calcule un petit peu plus tout ça. La prise de risque, elle est moins évidente. Quand j'étais jeune, les vieux me disaient ça, je disais, mais n'importe quoi, t'étais vraiment un vieux con. Puis maintenant que je suis vieux, je me rends compte qu'effectivement, je freine un peu plus rapidement que quand j'avais 20 piges. Mais non, pour moi, là, physiquement, il est présent. Il faut simplement que dans la tête, ça redevienne le Van Aert qui sait se placer, qui n'a pas peur, qui freine pas et qui finalement court décomplexé. Parce que pour moi, aujourd'hui, il a peur, il a ce complexe, cette crainte de la chute. Et au niveau du placement, ça se ressent automatiquement. T'es surpris de l'évolution de Van Aert et de Van Der Poel dans les carrières, sur les classiques. On rappelle quand même que c'est Van Aert qui a remporté son premier monument avant Van Der Poel en 2020 quand même. Oui, alors pour être totalement franc, il faudrait réécouter ce que je dis il y a 3 4 ans où j'explique que pour moi, Van Aert, il ne pourra jamais rivaliser avec Van Der Poel pour une chose, c'est que Van Aert, on le met à toutes les sauces et que Van Der Poel fait ce qu'il veut. Van Der Poel, pendant de nombreuses années, il a fait du VTT, du cyclocross, de la route. Il n'avait pas envie de faire le Giro, ça lui cassait les couilles, il n'y allait pas. Et Van Aert, et vas-y que je te mets autour. Et vas-y que s'il y a un chrono par équipe, il faut que tu y ailles. Et vas-y que je te lance les sprints pour machin. Et vas-y que je te fais l'école pour faire péter Pogacar avec machin, etc. C'est le meilleur moyen de se disperser et finalement d'être bon, mais de ne pas être excellent à un moment donné. Et je l'ai dit il y a au moins 4 ans. J'ai dit si Van Aert était dans une équipe comme Van Der Poel et où ce serait lui le chef, il choisirait les classiques et il aurait peut-être déjà 2 ou 3 Roubaix dans sa poche. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais c'est mon intime conviction. Et finalement, l'évolution, alors elle est ce que Van Aert a choisi, parce qu'il décide d'être voilà, dans une équipe, l'une des meilleures équipes mondiales. Mais du coup, ça demande effectivement de se sacrifier par moment et pour le coup, de s'oublier. Alors, il a 9 étapes sur le tour. Van Der Poel en a que une ou deux, je crois. Donc là-dessus, il l'éclate. Mais est-ce que tu demandes à Van Aert s'il n'échangerait pas
allez, on va dire 5 étapes du Tour contre un Roubaix, je connais la Oui. réponse, c'est oui, 100% oui. Ah oui. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que me disait d'ailleurs Nico Matam. On en parlait de Wout van Aert. On était juste entre à travers la Flandre et le Tour des Flandres. On disait il est devenu trop gentil, trop brave et il n'est Complètement. pas assez tueur Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. C'est aussi pour aussi. ça qu'on l'aime, parce que c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Il suffit de regarder encore une fois ce qui s'est passé au Tour des Flandres dimanche dernier. Moi, j'ai adoré, mais si vous êtes un tueur, si vous êtes un killer, jamais vous le faites. Van Aert est devant avec Van Der Poel, Pogacar et avec Pedersen. Et derrière, il y a ses deux équipiers. Et il ne passe pas de relais. Il n'a même pas besoin de le dire. Ou alors il le dit, il me dit, moi, je passe pas. Et on le voit, il met deux petites tapes dans le dos pour se justifier qu'il va pas passer avec eux, limite en s'excusant. Excusez-moi les gars, je peux pas rouler avec vous. J'ai quand même Benoît et Jorgensen derrière. Mais si tu es un tueur, mais jamais tu le dis. Et au contraire, tu le dis de manière agressive. Non, mec, démerde-toi. Moi, j'en ai deux derrière, on va vous tuer. Et lui, non, il ne le fait pas. Donc, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais c'est aussi pour ça que son palmarès reste peut-être à ce niveau. Bon, sincèrement, moi, c'est mon coureur préféré, Van Aert. Donc, c'est pour ça que je le kiffe grave, de par cette gentillesse. Dernière question, Pauline Ferrand-Prévot qui était à deux doigts de jouer, qui jouait la victoire, mais qui était à deux doigts de l'emporter sur le Tour des Flandres. Est-ce que tu penses qu'elle est capable de gagner Paris-Roubaix dimanche et son objectif Tour de France aussi un peu plus tard? Est-ce que tu penses qu'elle est encore capable de le gagner aujourd'hui? Alors, le Tour de France, ça me paraît quand même compliqué, même si elle est capable de tout, parce qu'elle, c'est vraiment une championne. Quand elle a une idée en tête, elle l'a pas ailleurs. Non, non, c'est une athlète hors norme. Le Tour de France, j'en sais rien du tout. Je pense quand même que dans la haute montagne, même s'il n'y a jamais voilà, de très très haute montagne, il reste quand même des courses très difficiles. Je pense pour l'instant, elle est limitée. Mais en revanche, sur Roubaix ce week-end, oui, pour moi, elle peut le remporter sans aucun problème. Techniquement parlant, elle a rien à apprendre. Elle vient du VTT, elle a été championne du monde, championne olympique. Cyclocross, elle a été championne du monde de cyclocross. En termes de matériel, c'est quelqu'un qui a un vrai feeling et qui sait exactement quelle pression mettre pour être au top. On rappelle qu'elle partage sa vie avec Diane Van Barle quand même, qui a aussi gagné Paris-Roubaix. Donc en termes de conseils, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, elle arrive sur Roubaix avec de la confiance, avec une équipe qui justement a un collectif très très fort. Donc je ne tomberais pas de ma chaise du tout si elle remportait Paris-Roubaix ce week-end. En revanche, je serais très surpris qu'elle gagne le Tour. Mais encore une fois, c'est une athlète d'exception, donc je ne pourrais pas dire aujourd'hui qu'elle gagnera pas le Tour cette année. Steve, je te remercie beaucoup d'avoir été avec Avec moi plaisir. pour parler de ce Paris-Roubaix. On te retrouve sur Paris-Roubaix aux commentaires de Eurosport Max. Du coup, on retient. Exactement, sur Eurosport et sur Max pour ceux qui ne veulent pas de pub à partir de 10h30. Merci beaucoup, Steve. Au plaisir. Ciao. Ciao, ciao. Vélo Podcast est disponible sur YouTube, les réseaux sociaux, mais aussi Apple Podcast, Deezer et Spotify, c'est écrit juste là. Bisous.